Bonsoir, entrons ensemble jusqu'à 19 h dans le temps du débat sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, qui veut encore de la France au Sahel? Le sommet de la France avec les pays du G5 Sahel devait se tenir lundi dernier à Pau, mais a été reporté au 13 janvier après le massacre de 71 soldats nigériens commis le mardi 10 et revendiqué par l'État islamique. Il faut dire que les opinions publiques des 5 pays concernés, Mauritanie, Tchad, Niger, Burkina Faso et Mali, sont de moins en moins favorables à la présence française de la France et de la mission des Nations Unies. Pour le Mali, la MINUSMA, il y a 7 ans, c'était le cas. Cette mission française a été accueillie sous le nom de Serval en 2013. Elle avait été lancée par le président François Hollande. C'est d'ailleurs ce qui inquiète le président français actuel, à savoir Emmanuel Macron, qui cherche du soutien à l'opération Barkhane qui a succédé à Serval, à la fois du côté des pays européens, de l'OTAN, mais aussi de la présidence des pays concernés. Nous allons en parler avec nos 3 invités. Niagalé Bagayoko est politologue, spécialiste de politique de sécurité internationale en Afrique subsaharienne. Marc-Antoine Pérouse de Monclos est politiste, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et auteur de Une guerre perdue, la France au Sahel, apparaît dans 3 semaines chez Jean-Claude Lattès. Et Renaud Girard est grand reporter au Figaro. Il est auteur de Quelle diplomatie pour la France, paru en 2017 au CERF. Il tient la chronique internationale chaque semaine dans le Figaro. Et 2 de ses articles récents ont été consacrés à notre sujet, dont le dernier est titré avec un point d'interrogation: Le Sahel est-il un Afghanistan français? Nous avons besoin de plus de Barkhane, nous avons besoin de plus d'alliés, c'est ma conviction. Parce que ceux qui critiquent la présence française ou la présence des alliés dans le Sahel oublient que sans l'intervention Serval, le Mali serait aujourd'hui sous le contrôle des terroristes. Peut-être le Niger aussi. Alors imaginons que Barkhane s'en aille. Ça va affaiblir notre lutte. Ça va affaiblir notre camp. Au profit de qui? Au profit des terroristes. Vous savez, on dit souvent en matière de stratégie, la meilleure stratégie, une des meilleures stratégies, c'est de s'attaquer aux alliances de l'ennemi. Les terroristes s'attaquent à nos alliances. Les terroristes veulent défaire nos alliances. Il ne faut pas qu'on joue le jeu des terroristes. Et les terroristes cherchent des relais au sein des populations pour les aider à défaire ces alliances. Voici ce que déclarait hier le président du Niger, Mahamadou Issoufou. C'était sur RFI et France 24. Il nous faut plus de Barkhane, disait-il, de cette opération donc menée par la France dans ces pays du Sahel. Il faut des alliances qui continuent à être plus fortes face aux terroristes. On a l'impression, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qu'on entend quelqu'un qui est très convaincu de la présence militaire française et surtout qui utilise les mêmes terminologies, à savoir les terroristes. Ces terroristes, évidemment, sont parfois des terroristes, qui sont parfois des djihadistes, mais il y a aussi tout un tas d'autres acteurs qui entrent dans le jeu. Oui, il y a beaucoup d'acteurs de la violence et évidemment Barkhane joue plusieurs rôles, dont un rôle politique. Ça sert aussi d'assurance vie pour les régimes en place dans la région. Et ça, pour Issoufou comme pour d'autres, c'est effectivement important d'avoir une présence militaire française, non seulement pour lutter contre les groupes qui sont parfois hâtivement qualifiés de terroristes, mais également pour assurer, se prémunir du risque de coup d'État. Qu'est-ce que vous appelez donc, oui, c'est ça, d'assurance vie? Ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils sont menacés par des oppositions et qu'ils... Il y a aussi des oppositions internes, il y a aussi, on le voit, une méfiance du côté du Burkina Faso avec l'appareil sécuritaire qui était hérité de l'ancien régime de Compaoré, qui était lui-même un ancien militaire, qui a donc été déchu en 2014. Et on voit bien que la présence militaire étrangère sert aussi finalement de garantie pour les gouvernements en place, quoi qu'il en soit par ailleurs de la menace djihadiste. Alors, nous avons titré « Qui veut encore de la France au Sahel ?» Il faut dire, Niagalé Bagayoko, que ça n'est pas « Qui veut encore des Français au Sahel ?» Absolument, c'est la remarque que j'ai faite quand on m'a proposé de participer à cette émission. Je pense qu'il est extrêmement important de différencier le sentiment anti-français dont beaucoup parlent, y compris au plus haut niveau, et en réalité ce qui se passe qui est un rejet de la France et de sa politique étrangère. En réalité, c'est à ça qu'on a affaire. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est le rejet d'une politique qui ne remonte pas à celle qui est menée actuellement par le gouvernement, qui remonte à ce qui s'est passé en Libye,
sous le gouvernement du président Sarkozy, mais qui ensuite a eu des prolongements avec une suspicion de bienveillance de la France, y compris sous l'opération Serval vis-à-vis de certaines communautés, notamment vis-à-vis des Touaregs. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que, à mon avis, il y a également une remise en cause assez profonde du modèle d'État postcolonial auquel est associée la France elle-même. C'est-à-dire les États que nous connaissons et dont nous avons cité les noms, Mauritanie, Tchad, Niger, Burkina Faso et Mali. Alors moi, je ne parlerai pas des gouvernements eux-mêmes. Il y a bien sûr des enjeux, des oppositions politiques, des risques de renversement, ça tout à fait. Mais moi, je parle du modèle d'État au sens où un grand nombre de populations, y compris dans les zones périphériques, rurales, considèrent que cet État postcolonial a failli d'un point de vue démocratique, du point de vue de l'urbanisation, du point de vue de la décentralisation et du point de vue des politiques de développement également. Et ce à quoi on a affaire, c'est à la séduction exercée par un modèle alternatif qui est proposé par les groupes djihadistes. Alors Renaud Girard, vous êtes donc grand reporter au Figaro, vous tenez la chronique internationale chaque semaine dans ce journal, et une de vos chroniques toutes récentes, puisque c'était le 9 décembre, était titrée « Le Sahel, un Afghanistan français ». Vous y mettez un point d'interrogation, mais on pourrait assez facilement l'enlever, parce que quand on vous lit, ça n'est pas tout à fait une question que vous posez, c'est plus un constat. Oui, parce que, si vous voulez, en Afghanistan, il y a eu la conférence de Bonn, qui était en décembre 2001, où là, les Occidentaux, enfin les Américains, ont promis qu'ils allaient, ont-ils dit, reconstruire, démocratiser et développer l'Afghanistan. Et pour cela, ils ont envoyé des soldats, les soldats de l'OTAN, qui ont fait des Province Reconstruction Teams, vous voyez, et ils avaient négligé un petit fait, c'est que les paysans afghans n'aiment pas trop les soldats étrangers en armes dans leur campagne. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, après quelques dizaines de milliers de morts, et après pratiquement deux décennies, et quelques centaines de milliards de dollars de dépenses, les Américains sont en train de négocier au Qatar de redonner, n'est-ce pas, aux talibans l'Afghanistan qu'ils leur avaient arraché. Alors, on n'en est pas là pour l'instant. On n'en est pas là pour le moment, mais c'est donc un échec flagrant avec beaucoup de dépenses. Alors, nous sommes intervenus à partir de 2013, janvier 2013. Donc là, ça va faire 6 ans, donc c'est plus que la participation. Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans, donc c'est plus que la participation participation française dans toute la Deuxième Guerre mondiale, entre septembre 1939 et mai 1945. Donc ça commence à faire long, et on ne voit pas de véritable amélioration sur le terrain. On ne voit pas de véritable stabilisation dans cette région du Sahel. Alors c'est vrai qu'au départ, et Mme Bakayoko l'a souligné, on a un tout petit problème dans cette intervention au Mali, c'est qu'on n'a pas tout à fait au départ le même ennemi que notre allié malien. C'est les Maliens qui nous demandent d'intervenir. Alors les Maliens, effectivement, ils ont un ennemi, le gouvernement malien depuis toujours, ce sont les Touaregs. Notre ennemi n'est pas tout à fait la même. Notre ennemi, ce sont les islamistes. Donc, c'est pas tout à fait pareil, si vous voulez. Et donc, au départ, il y a effectivement cette ambiguïté. Alors, est-ce à dire qu'il faudrait partir aujourd'hui? Certainement pas, parce que ça mettrait un chaos général dans la région, parce que les gouvernements en place, et vous avez cité le président nigérien, le refusent, et même tous les États côtiers aussi, la Côte d'Ivoire, etc., refusent que nous partions. Mais nous devons nous poser une question sur cette intervention, et je pense qu'il est bon qu'il y ait ce sommet à Pau pour se poser la question de l'intervention et surtout de sa continuation selon quelle forme et pour quels objectifs? Alors, il faut peut-être, à ce moment de la discussion, préciser à nos auditeurs, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, le nombre de militaires français déployés, 4500, c'est ce qu'on dit
sur ce territoire, sur 5 pays. Donc un peu plus même, parce qu'on a des bases aussi en Côte d'Ivoire, on est un peu installé... Barkhane couvre officiellement 5 pays francophones du Sahel. Et le président français va rencontrer certaines des forces aujourd'hui, parce qu'il se trouve en Côte d'Ivoire. Il va rencontrer certaines de ces forces-là, militaires françaises, pour préparer Noël, comme traditionnellement dans les opérations extérieures. 5 millions de kilomètres carrés, c'est cela, l'espace couvert? Je n'ai pas la surface exacte en tête. Non, mais ce qui est un peu désolant, si vous voulez, c'est que l'enlisement était programmé d'avance. C'est-à-dire que c'est ce que vous expliquez dans votre livre Apparaître bientôt. Chacun à votre manière. C'est-à-dire que dès le départ, on confie en fait une mission impossible à l'armée française, qui consiste en réalité à construire un État au Mali et puis ensuite dans les États voisins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout le problème que je souligne dans mon livre. En fait, on s'appuie sur des armées africaines qui commettent des exactions, qui tuent des civils, qui torturent en prison. Alors, pas tout au même niveau, il faut mettre à part l'armée du Niger et l'armée de la Mauritanie, mais excusez-moi, sur le Mali, le Burkina, le Tchad, il y a des vrais soucis. Je ne vois pas comment on peut gagner une guerre contre un ennemi invisible si on n'a pas le soutien de la population. Ça, c'est le b.a.-ba de toutes les stratégies contre-insurrectionnelles. Et pourtant, on entend des phrases... On ne l'a pas parce que les armées gouvernementales, que sont censées former aussi la France, tuent des civils. Alors, les jeunes, pour se protéger à la fois des exactions de l'armée ou pour se venger, vont rejoindre les rangs des djihadistes, enfin ceux qu'on appelle les djihadistes, mais qui parfois ne sont de djihadistes que de nom. Il y a bien d'autres dynamiques de violence dans la région. Et donc finalement, on a ce paradoxe que des groupes qualifiés de terroristes en fait apparaissent comme les protecteurs des civils. C'est quand même aberrant. Il y a des situations comme autour du lac Tchad, autour de Boko Haram, où en fait les forces de sécurité et leurs supplétifs miliciens tuent plus de civils que les groupes qualifiés de terroristes. Enfin, excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ce genre d'opération de stabilisation? Comment voulez-vous qu'on gagne ce genre de guerre? Oui, et vous disiez par exemple qu'au Nigeria, tout proche, effectivement, il y avait plus de morts par les forces de sécurité et les milices que par Boko Haram soi-même. C'est ça. Voilà. Ouais. Renaud Girard, dans votre article du Figaro paru très récemment, vous faisiez un parallèle avec, évidemment, on ne peut pas ne pas le faire, avec la guerre d'Algérie, et vous disiez, à un moment ou à un autre, eh bien, on utilise des termes qui sont assez proches de ceux qui ont été utilisés pendant la guerre d'Algérie. Dans la deuxième partie de la guerre d'Algérie, il faut gagner les cœurs et les esprits, qu'on a ensuite retrouvés pendant la guerre du Vietnam et dans beaucoup de conflits post-coloniaux. Gagner les cœurs et les esprits, c'est ce qu'on appelle dans le cadre du Sahel le développement et la sécurité. Alors la sécurité, on voit très bien, enfin, on imagine ce que ça peut être. Le développement, c'est un peu plus difficile. C'est plus difficile. Alors il faut quand même voir que dans ce qu'on appelait à l'époque les départements français d'Algérie, il y avait aussi les territoires sahariens. Il y avait les 3 départements français d'Algérie, les territoires sahariens. La République française avait quand même mis le paquet, si vous voulez. Elle avait une armée qui était rompue à la guerre anti-insurrectionnelle, à la guerre coloniale, puisqu'elle avait fait la guerre d'Indochine, qu'elle avait perdue à Dien Bien Phu, mais elle avait quand même une petite expérience. Et puis, elle avait quand même 400 000 hommes, si vous voulez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la France... En 1959, on le voit très bien lorsqu'on étudie les archives militaires, les journaux de marche des régiments, ce qui m'est arrivé de faire, on voit très bien qu'en 1959, la guerre d'Algérie était gagnée. Après, il y a eu une décision politique. Avec des moyens qui étaient radicaux tout de même, la torture, etc. Il y a eu la torture, même qui est arrêtée à 1959, mais il y a eu la ligne Maurice, etc. Et il y a eu des opérations très brillantes d'intoxication, enfin, la bleuite, etc. Et bref, en 1959, c'est un fait d'histoire, que la guerre d'Algérie était gagnée. Et là, après, vous avez une décision politique du général de Gaulle qui dit, eh bien, la guerre est gagnée, très bien, je vais quand même donner le pays au FLN et négocier avec le FLN, ce qu'il a fait. En revanche, là, on n'est pas du tout... On a comparé, les territoires du Sahel sont plus grands que l'Algérie, et là, on a 4500 hommes. Alors, on a un appui des alliés, mais c'est un appui logistique. Oui. On ne voit pas d'ailleurs... Il faut rappeler qu'il y a des militaires estoniens qui protègent les bases françaises, qu'il y a des officiers britanniques, qu'il y a des forces de l'élite américaine aussi, états-unienne, qui nous soutiennent aussi. Il y a aussi des Espagnols, etc. Ça, c'est de la logistique et du renseignement, mais il y a aussi, au combat, il faut... vous savez, au combat,
La guerre, les soldats sont faits pour tuer et être tués. Sinon, c'est pas des soldats, c'est des postiers, c'est des employés de la sécurité sociale, c'est ce que vous voulez. C'est pour ça que le chef d'état-major a d'ailleurs dit à propos des opérations extérieures, le monument a été inauguré le 11 novembre, eh bien, il est fait pour pouvoir être continué, ce monument, parce qu'effectivement, il y a toujours des opérations extérieures, il y a toujours des soldats qui se rajouteront. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule autre armée en Europe que l'armée française qui sait se battre et qui aime se battre et qui le fait, c'est l'armée britannique. Je ne sais pas si les Britanniques, ils nous aident un petit peu en ce moment, sont prêts à faire un gros effort. Alors, c'est sûr que l'effort financier des Européens, l'effort financier des Européens est important. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, si vous voulez. Moi, j'ai vu des officiers finnois de Finlande, n'est-ce pas, former ou essayer de former des soldats maliens. Eh bien, ça ne marche pas. Et ça ne surprend personne. Marc-Antoine Pairozzo-Monclos, et puis ensuite, deux remarques. Nagali Bakayoko. Je ne crois pas que ce soit une question d'effectif. C'est-à-dire que là, ça serait préjugé que la réponse doit être uniquement militaire, alors qu'on sait très bien que le fond du problème, il est politique. Et l'enjeu, c'est pas de gagner la guerre, c'est de gagner la paix. Et ça, on ne peut pas le faire sans les Maliens, sans les Nigériens, sans... voilà. Donc il y a une première question, elle est fondamentale, et elle est d'ordre politique. Et la deuxième chose, c'est que pourquoi on n'a pas des alliés européens sur le terrain avec nous ? Parce qu'ils ne font pas la même analyse que nous de la menace prétendument globale que présenteraient ces groupes, qui souvent en fait sont liés à des conflits de bétail, à des conflits fonciers, etc., qui sont très loin de ce narratif dominant, y compris dans les médias, peut-être pas France Culture heureusement, sur une menace djihadiste globale, et c'est le déroulé narratif qu'on a depuis François Hollande et le début de l'opération Serval en 2013. Si on ne fait rien, demain, ces groupes vont nous attaquer en France. Oh, excusez-moi, il y a quand même une différence fondamentale avec l'Afghanistan. En Afghanistan, les Américains interviennent avec l'approbation de la communauté internationale après septembre 2001. Ils se sont fait attaquer sur leur territoire national. Aucun des groupes que l'on combat aujourd'hui au Sahel n'a jamais commis d'attentats terroristes outre-mer, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Hein. Ils ont simplement quand même, ils ont pris en otage. Non, ils ont pris en otage, mais on n'envoie pas 4500 soldats. Ils ont aussi, il faut dire qu'ils prennent en otage aujourd'hui une Française formidable qui a décidé de consacrer sa vie à aider les populations là-bas. Et ces gens-là, pour la remercier, la prennent en otage. Donc il faut voir que quand même, ce sont des gens qui peuvent s'attaquer aux intérêts français. Mais vous avez tout à fait raison de dire que de toute façon, la France n'a pas du tout vocation à recoloniser ces territoires du Sahel. Voilà, elle a pris une décision libre en 1960 de leur donner l'indépendance. Elle n'a pas du tout vocation à recoloniser les terres du Sahel. Niagale Bagayoko, sur ces questions. Alors d'abord, je pense qu'il est important de préciser la nature du dispositif en place, du dispositif français. Il y a effectivement cette opération Barkhane qui a succédé donc à l'opération Serval voulue par François Hollande. Alors qui a succédé mais qui a été élargie parce que l'opération Serval, elle avait un mandat sur le territoire malien. La spécificité de l'opération Barkhane, c'est que c'est une opération transrégionale qui en effet couvre 5 pays. Et donc dans ce cadre, en effet, 4500 hommes sont mobilisés. Et à l'appui de ces hommes, peuvent être apportés et sont apportés des soutiens en provenance du dispositif français prépositionné, qui est différent. Je pense que c'est important de le préciser. Les forces prépositionnées françaises se situent à Djibouti, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Vous avez également le dispositif qu'on appelle Sabre, qui est constitué de forces spéciales, CIS, au Burkina Faso. Et d'ailleurs, il y a une opération Sabre en Tamashek, ça s'appelle Takuba, qui voudrait donc succéder à l'opération Barkhane et être encore plus amplifiée, qui seraient des unités de forces spéciales européennes à partir de 2020. Et je partage tout à fait l'opinion de M. Girard. On l'a vu dans le cadre de la formation de l'armée malienne par la mission européenne IUTM, que de gros problèmes d'ordre tout simplement linguistique se sont posés pour la formation des forces maliennes, puisqu'en effet, je sais qu'il y a eu de la formation aux Français des instructeurs européens qui ne pouvaient pas communiquer directement avec les soldats maliens. Donc ce point est important. Dernier élément que je voudrais souligner, vous soulignez qu'effectivement, quand on fait la guerre, on est là pour tuer ou pour neutraliser, comme on dit aujourd'hui. Mais le problème dans l'environnement aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de détruire un ennemi. Vu la complexité de l'environnement, il s'agit effectivement aussi de le poursuivre pénalement, parce que la façon dont sont imbriqués les acteurs criminels et les acteurs
armés et les groupes armés, pas seulement terroristes, djihadistes, mais aussi les groupes communautaires, est extrêmement importante. Et il y a un besoin de démanteler ces réseaux. Et ce n'est pas le rôle des militaires de faire cela. Trafiquant d'êtres humains. Aussi, absolument. سكوز تران دغشنا وان دينيري ساستانا قام يكتفو تمي ديوان لتاسني دلاد الشكوى عنايا ورني السنجي بالسنة تابا سكوز تران دغشنا وان Le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Voilà, sur les musiques du groupe Tinariwen, qui veut encore de la France au Sahel? Il s'agit de notre débat du jour avec Niagale Bagayoko, Marc-Antoine Pérouse de Monclos et Renaud Girard. Effectivement, alors vous avez beaucoup insisté, Niagale Bagayoko, sur le fait que c'était la politique française qui était critiquée dans ces pays-là. Ça n'était pas forcément les Français, en l'occurrence. Est-ce qu'on peut dire tout de même que depuis quelque temps, et en particulier depuis 2 ou 3 mois, il y a des manifestations anti-françaises qui se sont développées. À Bamako, c'était le 21 juin. Le 12 octobre, après le massacre de Sévaré au centre du Mali, eh bien, là aussi, il y a eu des manifestations, mais aussi des tracts. À quoi servent les forces étrangères? Ils ont des camps, mais sont incapables de nous protéger, dit par exemple face au Coro, la plateforme qu'il a critiquée au Mali. À Ouagadougou également, le 12 octobre. Enfin, disons, il y a eu tout de même des manifestations, plusieurs manifestations. Contre la France, pas contre les Français, voilà. En effet. Oui, il y a eu des manifestations, sans doute orchestrées. On voit aussi sur les réseaux sociaux des propos extrêmement virulents contre la France. Mais moi, à titre personnel, pour me rendre dans un certain nombre de ces pays, je ne ressens pas d'hostilité envers les Français en tant que tels. Alors, il y a une déclaration il y a 3 semaines de Salif Keïta, le très grand chanteur malien, qui accuse la France de manipuler des groupes et surtout de se cacher pour faire soi-même des exactions dans le nord du Mali. Et tout ça mélangé avec une critique de certains milieux panafricains contre le franc CFA, et tout cela provoque effectivement des... Je crois que ce que ça traduit, c'est typiquement ce problème d'enlisement. Hein, c'est-à-dire que quand au début, les troupes françaises sont intervenues à Tombouctou en janvier 2013, février 2013, elles ont été applaudies. C'était des troupes de libération. Mais après, c'est un phénomène classique. Très très vite, vous basculez dans le syndrome de la troupe d'occupation. Et là, vous êtes très très mal perçu. Et donc, au bout de quasiment 7 ans, pas de réflexion, malheureusement, effectivement, aujourd'hui, on en est arrivé où, du coup, la France devient un bouc émissaire pour les ratages de cette opération. Et là, il faut voir aussi l'humiliation nationale des Africains, puisque leurs armées ne sont pas capables de faire face. On fait appel à l'ancien colonisateur, vous imaginez, pour des pays qui se veulent souverains. C'est extrêmement humiliant, donc c'est normal. Une critique aussi de certains ministres. C'était des problèmes qui auraient dû être envisagés à l'Élysée dès 2012-2013. Or, je n'ai vu rien de ce type, alors qu'on sait très bien que ces opérations-là, plus on reste, moins on a de chances de les gagner. D'autant que, effectivement, certains des ministres de ces pays du G5 Sahel peuvent dire, des ministres de la Défense, je suis étonné que les forces françaises n'aient pas été en mesure d'éradiquer cette bande de terroristes, donc mettant en cause même la capacité d'une armée comme celle de la France, Renaud Girard, à être à la hauteur de la tâche qu'elle s'est elle-même confiée. Oui, alors dans les opérations, si vous voulez, dans les expéditions outre-mer, il y a toujours ce problème, c'est qu'au départ, on est très enthousiaste et on commet un peu le péché d'hubris, l'orgueil, de démesure, si vous voulez, de Jules Ferry, si vous voulez, la mission civilisatrice de la colonisation. Vous faites partie d'une école réaliste de l'expérience française à l'extérieur. Je suis un des grands tenants du retour de la politique étrangère au réalisme, et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Quelle diplomatie pour la France ?» mais le sous-titre, c'est « Prendre les réalités telles qu'elles sont », comme disait le général de Gaulle. Et donc, il y a toujours ce sentiment
qu'on va créer, là où on va, une société meilleure, on va réussir, que ce soit en Afghanistan, au Sahel, etc. Et c'est très difficile. La Troisième République, après Jules Ferry, la mission civilisatrice de la colonisation, elle a mis des moyens considérables. Vous savez, c'est à partir de 1890, et Emmanuel Laurentin, vous êtes historien, vous le savez bien, c'est que ces gouvernements, qui vont bientôt être que des gouvernements de gauche, vont renoncer à leur revanche sur l'Allemagne, et c'est la grande aventure de la mission civilisatrice de la colonisation, avec le lieutenant Sagan, vous savez, hein, voilà. Fort Sagan. Les premiers, Fort Sagan, les premiers de Saint-Cyr, ils choisissent... Gallieni. Voilà, Gallieni, tous ces gens-là qu'on a, voilà. C'est la colonisation c'est la grande aventure française. Et après, c'est l'Allemagne qui nous déclare la guerre, mais c'est autre chose. Nous, on ne veut pas faire la guerre à l'Allemagne. On a renoncé à la faire. Et donc, on a ce rêve-là. Mais on n'a plus les moyens, ni moraux, ni financiers, ni humains, de faire des guerres coloniales qui se finissent par la stabilisation de pays. On n'a même plus le savoir-faire, ni même la volonté d'ailleurs. Et donc, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Renaud Girard à propos de l'Afghanistan, vous citez une phrase qui est souvent citée, les Occidentaux ont la montre, les talibans ont le temps à propos de l'Afghanistan. Bien sûr. Effectivement, avec cette idée que effectivement, plus on reste longtemps, plus on a de difficultés à s'extirper. Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Et là, dans le mode d'emploi, on ne nous a pas fourni quel était le seuil à partir duquel on pouvait considérer qu'on pouvait s'en aller. Donc, qu'attend-on ? Il y a un vrai souci. Maintenant, je voulais revenir aussi sur ce péché d'orgueil de l'ancienne puissance coloniale française qui veut démontrer à travers Barkhane qu'elle mérite son siège au Conseil de sécurité permanent aux Nations Unies, parce qu'elle est capable de nous protéger de la barbarie djihadiste, ce qui est moins dit officiellement aussi des hordes migrantes, n'est-ce pas ? Parce que c'est quand même ça aussi qui est en jeu. Là, après cette année, quasiment 7 ans, effectivement, cette réputation-là aussi, elle est en train de se fissurer, vous voyez ? C'est pas seulement au Sahel que la réputation de la France est en train de se jouer, c'est aussi à l'international. Voici ce que déclarait cette semaine, enfin dimanche dernier, au micro de France Inter, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. D'abord, est-ce qu'on est tous bien d'accord sur le fait que nous combattons ensemble contre un ennemi commun qui sont les groupes terroristes ? C'est pas évident. Il faut se le dire, il faut se le redire. C'est pas évident. On se l'est dit en 2013. Lorsque j'étais à ce moment-là ministre de la Défense, lorsque la France a été appelée au secours au Mali, par les autorités intérimaires à l'époque du Mali, on se l'est redit de manière peut-être pas suffisamment forte au cours des dernières années. Il faut se le redire très fortement. Et ça veut dire aussi que les chefs d'État concernés le disent à leur propre population. Nous sommes dans un combat commun. Pour notre sécurité, c'est la première clarification à faire. Et ils le font ça ou ils ne le font pas assez ? C'est l'objet des discussions que nous aurons, que le président de la République aura avec ses collègues du G5 Sahel. Voilà, c'est donc le 13 janvier à Pau. Cet ennemi commun que sont les groupes terroristes, est-ce qu'on peut vraiment dire cela, en l'occurrence Niagale Bagayoko ? Non, bien sûr que non. D'abord, qu'est-ce que le terrorisme ? C'est avant tout un mode d'action, un mode de recours à une violence extrême qui s'en prend notamment à des civils. C'est un point extrêmement important à rappeler. Donc est-ce qu'on combat un mode d'action au niveau global ? Non, et on a suffisamment reproché aux États-Unis de George Bush d'avoir déclaré cette guerre contre la terreur qui n'avait pas réellement de sens, si ce n'est, comme le rappelait Marc-Antoine, qu'en effet, il y avait eu une agression et qu'on répondait à une agression. Là, la difficulté à laquelle on se heurte, c'est que les groupes auxquels on a affaire sont très différenciés entre eux. D'abord, dans les méthodes qu'ils emploient. Certains s'en prennent aux populations civiles. D'autres, en effet, ont plutôt compris qu'ils avaient intérêt à s'allier ou à faire en sorte de pallier certaines défaillances des États. J'étais à une réunion de l'Union africaine l'autre jour et l'envoyé spécial pour les femmes expliquait que des femmes dans la région de Boko Haram qui sont dans les camps où elles n'ont pas de nourriture demandent à retourner dans les camps de Boko Haram parce qu'on leur en fournit à elles et à leurs enfants. Et pourtant, on a bien décrit effectivement les massacres qui ont été commis par Boko Haram. Mais oui, mais même au sein de Boko Haram, il n'y a pas une unité, il n'y a pas d'accord sur le type de terreur à employer.
Et on peut dire, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, que sur certains domaines, l'enseignement qui a été forcé assez bien d'ailleurs dans les années 1980-90 pour pouvoir avoir un enseignement plus démocratisé dans beaucoup de ces pays-là, mais ça s'est interrompu dans beaucoup de territoires parce que l'État n'est plus présent dans le nord de certains des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso ou le Niger. On ne trouve plus effectivement d'école, la justice n'est plus rendue non plus, la corruption est quand même assez galopante dans certains de ces États, et donc effectivement pour certains il vaut mieux être encore... C'est des groupes très différenciés, mais ils ont un point commun, ils vont proliférer, prospérer dans des zones de non-droit, des zones où l'État est extrêmement peu présent. Et ils ont un discours très articulé de contestation contre des États dits laïques ou considérés comme impies. En revanche, moi, je ne vois pas de capacité à proposer une alternative de gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de gouverner. Ils tiennent du territoire, ils contrôlent des populations. C'est des groupes insurrectionnels. Alors certains les qualifient de terroristes, mais bon, De Gaulle était terroriste. Enfin, c'est un adjectif disqualifiant d'abord le mot terroriste. C'est d'abord des groupes insurrectionnels qui tuent des civils. En face d'eux, ils ont des forces armées qui tuent des civils aussi. Je ne parle pas de l'armée française, je parle effectivement des armées africaines et de leurs supplétifs miliciens. Donc là-dedans, tout finit par se mélanger. Et il y a des gens qui vous disent qu'effectivement sur place, je vais faire des entretiens sur le terrain, il y a des gens qui vous disent, moi, j'arrive même plus finalement à voir la différence dans ce combat. Qui tue qui? De toute façon, tout le monde s'en prend aux civils. On est pris entre le marteau et l'enclume, ce qui est un des problèmes très souvent rencontrés dans ces guerres asymétriques. Oui, et on peut dire aussi, Renaud Girard, qu'une des questions, c'est de savoir si ça va s'élargir. Une des craintes, c'est que ça s'élargisse encore. C'est-à-dire que, par exemple, tous ceux qui se trouvent au sud de ces pays du Sahel, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin ou d'autres pays comme ceux-ci, le Ghana, puissent être touchés progressivement. On voit effectivement qu'il y a beaucoup d'exactions qui se commettent aux frontières sud de tous ces pays. Et donc, est-ce que c'est une des craintes aussi que ça s'élargisse encore? Bien sûr. Et donc, ça nécessite encore une présence militaire plus importante. J'étais récemment en Côte d'Ivoire et je m'entretenais avec différents milieux syndicaux, politiques, et des jeunes ivoiriens, de l'élite engagée, je dirais. Et ces Ivoiriens qui, par ailleurs, peuvent avoir un discours assez classique, appris à l'université anticoloniale, etc. Mais sur la question de Barkhane, ils m'ont dit surtout que l'armée française ne parte pas, parce que sinon, le djihadisme va arriver chez nous. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, que de parler de terrorisme, de guerre, war on terror, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Alors, il y a différents groupes violents. Il y a aussi le problème des guerres ethniques, par exemple les Peuls. Voilà, il faut d'ailleurs écouter le documentaire qui a été fait la semaine dernière sur France Culture. On a un phénomène de violence des Peuls au Nigeria, par exemple. La région, c'est voisin du Tchad, etc. Donc, c'est très important. Donc, tous ces pays côtiers veulent que la France reste. Donc, il y a une volonté. Mais le problème, c'est que comment rendre cette présence française efficace? Et son efficacité, on le sait, et c'est ce que disait aussi Marc-Antoine, c'est que cette efficacité, elle ne peut être qu'en deuxième soutien, en soutien des États et des armées locales. On ne va pas pouvoir faire le travail de 5 États du Sahel. Et le problème, c'est qu'on a des États faillis, on a des armées qui fonctionnent mal, et Marc-Antoine Pérouse de Monclos l'a très bien dit. Il y a 2 armées qui sont très bonnes, qui sont l'armée mauritanienne et l'armée tchadienne. L'armée nigérienne, enfin l'armée tchadienne est capable de se battre. Elle rançonne peut-être la population. C'est pas une armée, c'est une bande de guerriers. C'est des guerriers. Voilà. Bon, enfin, l'armée mauritanienne, l'armée nigérienne a montré une faiblesse incroyable, et l'armée burkinabé ou l'armée malienne n'existe plus. Non, il faut tout de même dire, Niagale Bagayoko, effectivement, qu'il y a une autre armée qui est intéressée à cette affaire-là. D'ailleurs, il y a un grand entretien de Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées, dans les Échos d'aujourd'hui, qui dit le soutien populaire à notre présence au Sahel existe. Les Français comprennent l'utilité de cette intervention de défense de l'avant, car la sécurité au sud de la Méditerranée conditionne la sécurité de l'Europe, dit-il. C'est l'armée française qui est
d'une certaine façon très heureuse d'exercer dans cet endroit-là parce que simplement ça permet des promotions, ça permet de l'apprentissage, ça permet de tester du matériel aussi. Il y a aussi cette dimension-là. Oui, bien sûr, hein, les armées aiment être engagées hein, d'un point de vue opérationnel. Hein, et d'ailleurs, elles sont parfois opposées aux diplomates sur le même terrain, et les officiers peuvent parfois prendre la main sur des diplomates qui, au Quai d'Orsay, sont peut-être différents, ont des visions différentes. Parce qu'elles ont besoin pour fonctionner, effectivement, d'être rugueuses, comme on dit, hein, en vocabulaire militaire, d'être au contact du terrain, qu'elles n'ont pas besoin de directives politiques claires. Ce que je voulais préciser, c'est que quand on parle de ces armées, moi je ne pense pas qu'on puisse uniquement les considérer d'un point de vue opérationnel. C'est très difficile. Une armée, pour la réformer, et c'est vrai aussi pour les autres forces de défense et de sécurité, il y a le volet opérationnel, il y a le volet les armées nationales du Sahel, vous voulez dire. Du Sahel, pardon. C'est vrai, je pense, pour toutes les armées du monde. Il y a le volet gouvernance qui est extrêmement important. L'informalité dans ces armées-là est extrêmement présente. En termes de paiement, des soldes, etc. C'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est effectivement, comme Marc-Antoine le mentionnait, le respect des droits de l'homme. Pour être opérationnel, ces armées ont besoin de respecter les droits de l'homme. Et enfin, il y a la question de la condition militaire. Ces soldats, qu'est-ce qu'on leur offre pour aller se faire tuer au front ? Le salaire, la solde d'un soldat malien, c'est 160 $. Donc ce sont des questions qui font aussi partie de la réforme et de l'efficacité. Renaud Girard, très brièvement. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire que les militaires auraient été, au cours des 20 dernières années ou des 30 dernières années, des va-t-en-guerre. C'est faux. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que sur le terrain, on peut tester du matériel, tester des opérations. Mais il y a eu des va-t-en-guerre. Il y a une école va-t-en-guerre en France, qui est l'école néoconservatrice, c'est ce qu'on appelle la secte au Quai d'Orsay, et qui admire une école néoconservatrice aux États-Unis, qui sont entièrement des diplomates. Monsieur Rumsfeld n'était pas un militaire. Et dans les affaires du Golfe, vous avez le chef d'état-major des armées américaines, le général Dumford, qui était le premier à appeler à la prudence et à savoir et à expliquer au président Trump qu'une guerre ne réglerait pas et n'apporterait pas la stabilité dans le Golfe Persique si on faisait la guerre à l'Iran. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une école néoconservatrice qui est très dangereuse aux États-Unis et en France, et même en France, mais que ce ne sont pas les militaires qui sont les va-t-en-guerre. Je crois qu'il y a un consensus quand même qui se dégage. On ne peut pas gagner cette guerre sans les Africains. Ça paraît absolument clair. Or, aujourd'hui, tant que l'armée française est présente et apparaît comme l'assurance-vie finalement des régimes et de leurs pratiques de gouvernance qui sont mauvaises, avec l'impunité des forces de sécurité, la corruption, etc., les injustices sociales qui se perpétuent, je ne vois pas du tout ce qui va changer. Donc moi, je suis favorable effectivement à l'annonce d'un retrait de l'armée française. C'est la seule capacité. Il faut qu'il y ait un électrochoc pour que les Africains se ressaisissent. Parce que c'est leur combat. C'est d'abord leur combat. Oui, mais on pourrait dire, mais c'est une position néocoloniale que d'annoncer cela pour que les Africains se ressaisissent eux-mêmes, d'une certaine façon, en disant, voilà, prenez-vous en main. Pourquoi néocolonial ? Parce que mais il faut qu'il y ait une annonce qui fasse bouger les lignes. Parce qu'actuellement, soit vous partez sur le surge, vous a rajouté encore plus d'effectifs militaires français, ça ne va rien arranger. Ça va être encore pire peut-être. Donc attention à ça. Soit effectivement, vous faites bouger les lignes, mais comment ? Le statu quo. Macron doit dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Oui, voilà, un dernier mot. Juste pour terminer, oui, c'est le combat des Africains, mais il n'y a pas que les armées africaines. Ça, je veux vraiment insister sur ce point-là. Il y a aussi des organisations internationales africaines. Il y a une Union africaine, il y a une CEDEAO, il y a effectivement un G5 aussi. Mais vraiment, ces acteurs sont centraux. Le multilatéralisme africain doit être aussi remis au centre du règlement de cette crise. Merci à tous les trois. On a bien compris effectivement ce que vous vouliez dire les uns et les autres autour de cette question que nous posions. Qui veut encore de la France au Sahel ? Et on attendra maintenant les réponses qui seront sûrement données le 13 janvier prochain lors de ce sommet de Pau entre la France et les 5 pays du G5 Sahel. Pour votre part, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, on attendra le 15 janvier, je crois, c'est la parution de votre livre « Une guerre perdue, la France au Sahel ». C'est chez Jean-Claude Lattès et on pourra toujours relire votre article donc dans le Figaro qui s'intitulait « Le Sahel, un Afghanistan français ». Renaud Girard, merci à tous les trois. Merci.
C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richet, Cyril Marchand, Rémi Baille et Louise André. À la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann. À la réalisation, Alexandre Manzanares. La semaine prochaine, c'est Chloé Cambrelin qui présentera le temps du débat. Lundi, elle vous proposera de réfléchir à un sujet français, la réforme des retraites, pensée ou non, comme un conflit de génération. Bon courage à elle.